Quand on prend le temps de réfléchir à la situation des peuples noirs dans le monde, nous réalisons que la pauvreté est un produit artificiel, c'est-à-dire un produit fabriqué par des humains. La pauvreté n'est pas une donnée naturelle. Or, une fois que l'on comprend les mécanismes de la fabrication de la pauvreté, nous avons deux choix en tant que Noirs. Accepter cet état de fait tel une fatalité et perpétuer notre situation, ou casser la machine, prendre notre destin en main, changer notre sort et prendre la place que nous méritons. Il n'en tient qu'à nous. Nous sommes le premier peuple de la terre. Nos richesses ont jusque-là profité aux autres et pas à nous. Conscientisons-nous, indignons-nous, révoltons-nous, brisons la machine qui nous a fabriqués, révolutionnons le système qui fait de nous les damnés de la terre. Nous le devons à nos ancêtres, à nous-mêmes et à notre postérité. Jean Fils-Aimé, Rosemère, mai 2021. Être noir, une fabrication occidentale. Caméra et montage Technical Fowl Productions, direction artistique et de la photographie Winnie J, microphone Jean Fils-Aimé. Bonjour le monde, bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Vous l'avez compris, si vous avez prêté attention au texte que je viens de vous lire, ce matin nous allons réfléchir à notre situation en tant que peuple noir, notre situation socio-économique. J'ai le goût d'intituler l'émission d'aujourd'hui « Comment déshumaniser des populations ». Au fait, la pauvreté, c'est cela, c'est un processus de déshumanisation. Comme nous le verrons, la pauvreté n'est pas une donnée de la nature. La pauvreté, c'est un produit artificiel. La pauvreté, c'est le fruit d'un processus humain. On est pauvre parce qu'une machine produit des pauvres. On est riche parce qu'il y a une machine qui produit des riches. Et quand on veut rendre une population pauvre, l'une des choses que l'on fait, on la déshumanise. Alors, à l'émission d'aujourd'hui, nous allons nous poser cette question, comment déshumaniser des populations? C'est ce que nous subissons en tant que Noirs, en tant qu'Africains, en tant qu'Afro-descendants. Mais pour comprendre le mécanisme de la déshumanisation des populations noires, nous devons comprendre aussi comment fonctionne l'enrichissement d'une population, comment fonctionne l'enrichissement d'une collectivité. Tout un menu à l'émission d'aujourd'hui. Je vous invite donc à vous offrir une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Je vais m'offrir moi-même une bonne tasse de café, car aujourd'hui encore, nous allons nous dire les vraies affaires. Restez là, je vous reviens après la pause que voici, c'est promis. À tout à l'heure. Avant la pause, on s'était promis de réfléchir à la question de la déshumanisation des populations noires, des populations africaines, des populations afro-descendantes. Au fait, j'entends par déshumanisation ce processus par lequel on appauvrit des populations
jusqu'à les obliger à mener une vie sous-humaine, à ne plus avoir le primum vivere, le minimum pour vivre. Une fois qu'on atteint ce seuil de pauvreté indécente, alors là, on n'est plus dans la catégorie des humains, on fait partie des sous-hommes. Et cela, encore une fois, ce n'est pas une donnée de la nature, c'est le fruit d'un processus long, un processus conçu savamment par des gens qu'on ne voit pas, mis en place par des mains invisibles, mais un processus tellement terrible pour les populations noires. En marge de la préparation de cette émission, je relisais cet excellent ouvrage écrit par deux brillants économistes américains, respectivement professeurs d'économie au MIT et à l'université Harvard. Le titre en soi est très éloquent. Why Nations Fail? Pourquoi des nations échouent-elles? Pourquoi des nations s'effondrent? Et ce que j'aime dans cet ouvrage, c'est que les auteurs nous permettent de démystifier la question de la richesse. Les auteurs nous permettent de démystifier la question de la pauvreté. Et je voudrais commencer par déconstruire l'un de ces mythes-là qu'on nous a entrés dans la tête. Et je voudrais vous fixer dans les yeux, vous, peuple noir, vous, africains, vous, afro-descendants, pour régler une fois pour toutes la question que voici. Écoutez-moi bien. Une population n'est pas pauvre parce qu'elle vit sur un territoire pauvre. Si c'était vrai, tous les Africains seraient riches. Parce que l'Afrique, c'est quand même le continent le plus riche du monde. L'Afrique, c'est quand même le grenier du monde en matière première. De même, une population n'est pas riche parce qu'elle vit sur un territoire riche. C'est faux. Si c'était vrai, les Japonais auraient été les peuples les plus pauvres du monde. Je vais reprendre ces deux mythes pour qu'on puisse entrer bien cela dans notre tête. Une population n'est pas pauvre parce qu'elle vit sur un territoire pauvre. C'est faux. Les Africains, les Antillais, les Haïtiens, et nommez-les, ne sont pas pauvres parce qu'ils vivent sur des territoires pauvres. C'est le contraire. L'Afrique est l'objet de toutes les convoitises du monde parce que l'Afrique, c'est le continent le plus riche du monde. Donc si ce mythe-là était vrai, à savoir qu'on est pauvre parce qu'on vit sur un territoire pauvre, eh bien, les Africains seraient les plus riches. Et vous notez que quand nous réfléchissons à l'école, quand nous réfléchissons sur notre sort, c'est ce que les médias, c'est ce que nos profs nous font croire, c'est ce que les politiciens nous font croire. C'est comme si la pauvreté était le fruit d'une fatalité. Pauvres petits noirs, pauvres petits africains, pauvres petits guadeloupéens, pauvres petits martiniquais, mettez-en pauvres petits haïtiens. Ils sont tellement pauvres parce que la nature ne les a pas gâtés. Faux. Au fait, nos pays sont des paradis. Nos pays sont bénis des dieux. Donc, on n'est pas pauvre parce qu'on vit sur un territoire pauvre. Et le contraire est vrai. On n'est pas riche parce qu'on vit sur un territoire riche. Si on était riche parce qu'on vit sur un territoire riche, les Japonais auraient été les peuples les plus pauvres du monde. Parce que du point de vue du territoire, du point de vue du paysage, du point de vue de la superficie, les Japonais ne vivent pas sur un territoire riche. Et je voudrais, avant d'en venir à parler de ce processus de déshumanisation des peuples noirs, je voudrais y aller, si vous voulez, par la via negativa. Je voudrais y aller, n'est-ce pas, par la voie contraire. Prendre l'exemple du Japon, territoire, n'est-ce pas, qui est soumis à de nombreuses contraintes, pour dire, mais si malgré toutes ces contraintes-là, le Japon, c'est quand même la troisième économie du monde,
juste après les États-Unis et la Chine, c'est-à-dire devant l'Allemagne et l'Inde, eh bien, si malgré toutes les contraintes que nous allons voir, le Japon c'est quand même la première puissance automobile, c'est la deuxième puissance en termes de construction navale, c'est l'une des grandes puissances en matière de technologie, c'est un pays développé avec les taux de croissance les plus élevés. Ah, donc, l'enrichissement n'est pas une donnée naturelle, c'est une fabrication humaine. De même, la pauvreté indécente, la déshumanisation n'est pas une donnée naturelle, c'est le fruit d'une machine humaine. Prenons le temps de penser au Japon. Vous savez, dans les études universitaires, pour comprendre tel pays, ça vaut la peine de le comparer à tel autre. Pour comprendre pourquoi tel peuple est pauvre, ça vaut la peine de le comparer à tel autre. Pour comprendre pourquoi tel pays est riche, ça vaut la peine de le comparer à tel autre pays. Et c'est ce qu'ont fait, par exemple, ces deux économistes qui ont écrit cet excellent livre-là, Why Nations Fail. Ils comparent des pays avancés à des pays moins avancés, pourtant très riches en ressources naturelles, et ils disent, écoutez, ce n'est pas une question naturelle, la pauvreté, c'est qu'il y a une machine qui produit la pauvreté, de même qu'il y a une machine qui produit la richesse. Quand on dit Japon, vous pensez à un pays unifié, vous pensez à une superficie unifiée qui forme un bloc monolithique. Au fait, si tel est votre cas, il manque quelque chose à votre culture. Au fait, quand on dit Japon, c'est près de 7000 petites îles. Le Japon, là, c'est un archipel, c'est-à-dire un regroupement de petites îles, les unes différentes des autres. Plus précisément, le Japon, c'est 6852 petites îles. Une terre étroite qui fait à peine 3000 kilomètres de long. Pensez-y, là. Près de 7000 îles, un territoire étroit qui fait à peine 3000 kilomètres de long, et l'une des plus fortes populations du monde en termes de densité, parce que le Japon, c'est un peu plus de 126 millions d'habitants. Si vous comparez la population japonaise à celle des Américains, ben c'est 50%. Donc, on évalue, n'est-ce pas, la population américaine à environ 350 millions d'habitants. Le Japon, c'est 126 millions, mais c'est 20 fois moins de superficie que les Américains pour vivre. Imaginez. C'est pas tout en termes de problème. Avec ces 3000 kilomètres de long, écoutez-moi bien, le Japon dispose d'à peine 17% de terres cultivables. Comparé à nous, par exemple, chez nous en Haïti, ou bien chez vous en Afrique, ou dans les Antilles, vous avez des terres cultivables partout. Vous n'avez qu'à semer des graines de maïs pour que ça pousse. Vous n'avez qu'à semer des graines de pois pour que ça pousse, mais le Japon est différent. C'est seulement 17% de la superficie japonaise qui est cultivable. Donc la question se pose, qu'est-ce que ces gens-là vont manger? En sorte que si la pauvreté était une question naturelle, si la pauvreté était une donnée de la nature, les Japonais auraient été les peuples les plus pauvres du monde. Chaque Japonais mangerait un autre Japonais parce que c'est une population extrêmement dense, l'une des plus denses du monde, avec un petit territoire divisé, n'est-ce pas, en près de 7000 petites îles. On se dit, mais comment font les Japonais pour vivre? Ce n'est pas tout. En 1962, je lisais pendant la semaine une étude qui date de 1962 et qui parlait du Japon. Savez-vous qu'en 1962, pour faire tourner ces industries, le Japon est à ce point pauvre en ressources naturelles que les Japonais importaient, écoutez bien, 100% des matières premières pour faire tourner leur industrie moderne. Est-ce que vous comprenez ça? En général, on va importer 10% de matières premières, on va importer 20%, on va importer 30% de matières premières, mais dans le cas du Japon, c'est 100% des matières premières que les Japonais ont dû
importé en 1962 pour faire tourner leurs industries modernes. Le Japon importe à peu près 100% du pétrole dont il a besoin pour fonctionner. Et vous savez, les économistes établissent que pour faire fonctionner un pays du point de vue industriel, pour faire tourner, n'est-ce pas, une économie, une nation a besoin d'au moins 33 métaux essentiels. Écoutez-moi bien. Donc pour faire tourner une économie de manière à tirer une population vers le haut et considérer cette population comme étant une population développée, comme étant un pays avancé, eh bien les économistes établissent qu'on a besoin de 33 métaux essentiels. Savez-vous que sur ces 33 métaux essentiels, le Japon n'en possède que 6? Donc, du point de vue naturel, le Japon est condamné à être un pays pauvre. Du point de vue de ressources, le Japon est condamné à être, n'est-ce pas, en queue de peloton. Du point de vue de la superficie, la population japonaise serait condamnée, n'est-ce pas, à, si vous voulez, s'autodétruire par manque de ressources. Et pourtant, le Japon, je le répète, c'est la 3e économie du monde. C'est la première puissance automobile du monde. C'est l'une des plus grandes puissances technologiques du monde. Et mieux, le Japon fait partie des pays les plus avancés. Et pourtant, seulement en 62, on se posait la question encore, comment le Japon fait-il pour faire tourner son économie? Je vais vous en dire plus. L'éducation n'est devenue obligatoire au Japon en 1947 seulement, c'est-à-dire après la Seconde Guerre mondiale. Si vous vous connaissez un tout petit peu en histoire générale, vous saurez que le Japon a subi d'énormes pertes, n'est-ce pas, à la Seconde Guerre mondiale. C'est quand même le Japon qui a fait les frais de 2 bombardements américains. À la suite de l'attaque de Pearl Harbor, les Japonais ont subi, n'est-ce pas, le bombardement de Nagasaki, le bombardement de Hiroshima. Donc, 2 bombardements plutôt qu'un, et les dégâts tant au niveau de la nature étaient énormes, les dégâts au niveau de la population étaient énormes. Les Japonais subissent encore aujourd'hui, n'est-ce pas, les effets de la radioactivité de ces 2 bombardements à Hiroshima et à Nagasaki. Et pire, ce n'est qu'en 1947 que l'éducation est devenue obligatoire au Japon. Donc pour ceux qui pensent que ça prend 200 ans pour développer un pays, pour ceux qui pensent que ça prend plusieurs siècles pour développer une population, les données de l'histoire ne confirment pas ce préjugé. Ça prend une volonté pour développer une population et ça prend infiniment moins de temps qu'un siècle pour développer une population. La meilleure preuve de cela, c'est le Japon. Je pourrais aussi vous parler de l'exemple du Québec. Jusque dans les années 60, la population québécoise comptait parmi les populations les moins alphabétisées, les populations les plus pauvres, les populations les moins éduquées du monde. Et pourtant, moins d'un siècle plus tard, le Québec compte parmi les États les plus avancés, les plus scolarisés. Le Québec compte parmi les économies les plus fortes du monde. Donc la question, ce n'est pas tant de savoir pourquoi la nature nous a fait ça. C'est ce que pourraient dire les Japonais s'ils étaient les fatalistes. La question en matière de pauvreté qu'il faut se poser, c'est pourquoi les hommes nous font cela. Car la pauvreté, c'est une fabrication artificielle. La pauvreté, c'est une fabrication humaine. Quand on est pauvre, on ne regarde pas la nature pour dire « Pourquoi tu nous as fait ça ?» On ne lève pas les yeux vers le ciel pour dire aux anges, aux dieux, aux diables, aux démons, pourquoi vous nous faites cela? Il faut regarder à côté de soi et demander aux autres, pourquoi vous nous faites cela? Car la pauvreté est un produit artificiel, c'est un produit humain. Il y a quelqu'un qui profite des richesses des autres, de même qu'il y a quelqu'un qui profite de la pauvreté des autres.
En économie, on appelle ça d'ailleurs, n'est-ce pas, le capitalisme du désastre. Quand il y a des peuples pauvres, quand il y a des populations appauvries, c'est qu'il y a des gens qui profitent de leur appauvrissement. Il s'agit pour nous de comprendre comment les nations s'enrichissent avant de comprendre pourquoi nous sommes appauvris et à qui nos pauvretés profitent-elles. On a toujours dit que si l'on veut cacher une information au noir, il faut la placer dans un livre. Nous allons défaire ce préjugé. Dans ce livre, je vous montre page après page le mécanisme de la fabrication du noir en Occident. Mais bien plus, je place entre vos mains un outil pour vous aider à détruire cette machine et à occuper la place qui vous revient. Non seulement pour la gloire de nos ancêtres, mais pour le rayonnement de la postérité. Le livre sera officiellement lancé le 22 août prochain à l'occasion de la journée du souvenir de la traite négrière et de son abolition. Au fait, dans ce livre, j'ai fait la démonstration que même si l'esclavage a été aboli, la machine à fabriquer des Noirs persiste, d'où le racisme. Lisez mon livre, Être noir, une fabrication occidentale, comment détruire la machine. Le livre sera lancé le 22 août au prix de 40 $, mais il est désormais en vente sur mon site web www.jeanfissem.com en français ou en anglais au coût de 30 $ et économisez 10 $ jusqu'au lancement officiel le 22 août. Ne l'oublions pas, nous sommes ensemble, détruisons ensemble cette machine à fabriquer des Noirs. Alors, essayons de comprendre comment les nations s'enrichissent-elles. On a pris l'exemple du Japon et on va rester au Japon. On se rendra au Québec par la suite. Donc, du point de vue naturel, du point de vue de la superficie, du point de vue de la population, si la pauvreté était une donnée naturelle, les Japonais compteraient parmi les populations les plus pauvres du monde. Le Japon serait l'un des pays en queue de peloton. Or, c'est le contraire. Que s'est-il passé? Et on va suivre, les amis, étape par étape, marche après marche, comment les nations s'enrichissent-elles, comment les nations arrivent à acquérir ce que la nature leur refuse. Première étape, à un moment donné, des élites d'une population. On entend élite intellectuelle, on entend élites économiques, on entend élites politiques, disent ce n'est pas normal que notre pays soit dans une telle situation, nous devons changer cela. Est-ce que je peux reprendre cela? Pour qu'un pays puisse s'élever, il faut que ceux qui sont élevés en dignité, c'est-à-dire ceux qui ont fait plus d'études que les autres, ceux qui sont plus éduqués que les autres, ceux qui ont plus de moyens économiques que les autres, ceux qui ont les moyens du pouvoir. Donc ces trois élites-là, les élites intellectuelles qui pensent le développement, les élites économiques qui fournissent les moyens du développement, les élites politiques qui ont, si vous voulez, la gouverne du pays, il faut qu'à un moment donné, ces trois élites-là disent ce n'est pas normal que notre pays, ce n'est pas normal que notre population soit dans cette situation-là. Nous devons signer ensemble un pacte de gouvernabilité. Nous devons signer ensemble un accord, nous les élites intellectuelles, nous les élites économiques, nous les élites politiques. Nous devons faire quelque chose pour changer la situation. C'est ce qui s'est passé avec les Japonais. À un moment donné, ceux qui avaient la capacité de penser, ceux qui avaient les moyens financiers, ceux qui étaient au pouvoir, ont dit, écoutez, nous devons changer cela. Et quand on dit qu'il nous faut changer cela, ce n'est jamais quelque chose de facile, parce que comprenons-nous bien, ceux qui jouissent de privilèges veulent garder leurs privilèges. Ceux qui ont des moyens veulent garder leurs moyens. Ceux qui sont élevés en dignité veulent rester, n'est-ce pas, sur l'échelon supérieur. Mais à un moment donné, il faut dire ça suffit. Il faut qu'on dise ça suffit. Et qui le premier va dire ça suffit? Les élites intellectuelles. Vous savez, en parlant d'élites intellectuelles, on fait une distinction fondamentale. Il y a deux types d'élites.
il y a ce qu'on appelle les élites traditionnelles. Les élites traditionnelles, ce sont des élites qui ne prennent pas position pour la population. Ce sont des élites qui disent, moi je ne me mêle pas de politique. Ce sont des élites qui disent, écoutez, moi je ne fais que réfléchir, je ne veux pas traduire ma réflexion en action. Mais il y a un deuxième type d'élite qu'on appelle des élites organiques. Ces élites-là, ce sont des élites qui prennent fait et cause pour la population. Ce sont des élites qui prennent fait et cause pour la masse et qui disent nous devons changer la chose pour le plus grand bien du plus grand nombre. C'est donc important de saisir ce distinguo qu'établit ce penseur italien, Antonio Gramsci, entre élites intellectuelles traditionnelles et élites organiques. Les élites traditionnelles, ce sont des gens qui se contentent de s'élever au-delà de leur collectivité pour elles-mêmes, sans prendre position pour ces collectivités. C'est des penseurs qui se contentent de penser sans passer à l'action. C'est des gens riches qui se contentent de s'enrichir aux dépens, sinon au détriment de leur collectivité. C'est des politiciens qui dirigent pour eux-mêmes, pour se perpétuer au pouvoir, sans être motivés par le désir véritable de tirer leur collectivité vers le haut. Elles, ce sont des élites traditionnelles, selon la typologie d'Antonio Gramsci. Mais il y a un deuxième type d'élite que Gramsci appelle justement les élites organiques. Ce sont des intellectuels qui ne se contentent pas de penser, mais qui veulent passer à l'action. Ce sont des gens riches qui ne se contentent pas de s'enrichir, mais qui veulent aussi enrichir leur collectivité. Ce sont des politiciens qui ne gouvernent pas, qui ne dirigent pas pour eux-mêmes, mais qui le font pour le plus grand bien du plus grand nombre. Pour qu'il y ait développement, il faut qu'il y ait ce pacte de gouvernabilité entre ces trois types d'élites-là. Pensons à Cuba. Souvent, lorsqu'on pense à Castro, on voit en Castro un militant, on voit en Castro un homme, n'est-ce pas, qui a lancé une guérilla contre Batista. Mais Castro, ce qu'on oublie, c'est un docteur en droit. Donc c'est un intellectuel qui a pris le temps de penser la révolution avant de passer à l'action. Au Québec, par exemple, pour que le Québec devienne ce qu'il est devenu, il a fallu à un moment donné que des élites intellectuelles disent ce n'est pas normal que nous, les Canadiens français, ce n'est pas normal que nous, les Québécois, soyons considérés comme les nègres de l'Amérique. Nous devons changer ça. Il a fallu que ces intellectuels, n'est-ce pas, fassent alliance avec ceux qui avaient de l'argent. Et en ce moment-là, les francophones n'étaient pas les plus riches. L'argent se trouvait aux mains des anglophones qui refusaient de financer les politiques publiques favorables aux francophones. Eh bien, il a fallu que ceux qui avaient de l'argent, n'est-ce pas, du côté des francophones, aussi peu qu'ils étaient, se mettent ensemble, n'est-ce pas, avec les intellectuels pour faire quelque chose. Enfin, il a fallu passer à l'action politique car sans pouvoir politique, nos idées resteront dans des laboratoires, nos idées resteront dans des livres et ne vont jamais s'inscrire dans la glaise du réel. Si le Japon est devenu ce qu'il est aujourd'hui, troisième puissance économique, première puissance automobile, deuxième puissance en matière de construction navale, c'est parce que ces trois intellectuels-là, ces trois groupes d'élites se sont mis ensemble pour tirer la nation vers le haut. Regardons ce qui se passe dans nos pays. Nous avons des intellectuels verbeux, des gens qui peuvent parler, des gens qui peuvent écrire des livres, des gens qui peuvent donner des conférences, des gens qui peuvent, n'est-ce pas, donner des cours, des gens très diplômés, bardés d'études, mais qui refusent de faire de la politique et qui disent, écoutez, moi, la politique, c'est pas pour moi. Et les politiciens rient de nous parce que ils nous laissent verser dans la verbomanie, ils nous laissent verser dans de grands discours, ils nous laissent, n'est-ce pas, écrire nos livres, mais ils savent que nous ne prendrons jamais le pouvoir, et puisque nous ne prendrons jamais le pouvoir, nos idées sont condamnées à mourir sur le feuilleton. Regardons ce qui se passe dans nos pays.
les élites économiques, les élites financières n'éprouvent aucune solidarité avec la masse. Regardons les banquiers dans nos pays. Regardons ceux qui font des affaires dans nos pays. Ils se contentent de s'enrichir, mais leur compte bancaire se trouve ailleurs, en France. Regardons les gens qui font de l'argent dans nos pays. Ils se contentent de brasser des affaires, ils se contentent de s'enrichir aux dépens et au détriment de nos masses, mais ils n'éprouvent aucune solidarité avec les masses. C'est des gens qui habitent dans des châteaux, c'est des gens qui habitent dans des manoirs, c'est des gens qui roulent dans des voitures rutilantes, dans des bolides, mais ça ne les dérange pas qu'il n'y ait pas d'infrastructure, ça ne les dérange pas qu'il n'y ait pas de route, ça ne les dérange pas qu'il n'y ait pas d'hôpitaux, n'est-ce pas, sérieux ou dignes de ce nom, parce qu'ils se disent, nos comptes bancaires se trouvent ailleurs, et à la première maladie, on va faire appel à un avion ambulance. Ce sont des élites économiques irresponsables. Ce n'est pas avec ce type d'élite-là qu'on va pouvoir faire un pacte de gouvernabilité. Et enfin, regardons nos élites politiques. C'est des gens qui entrent en politique pour s'enrichir, c'est des gens qui entrent en politique pour exécuter l'agenda des pays tuteurs, mais qui n'entrent pas en politique pour changer la situation de leur pays. Parce qu'ils disent, ces politiciens-là, nous devons être un pays exemplaire. En matière de gouvernance, en matière, n'est-ce pas, de sécurité, en matière de niveau de vie. Donc, nos élites ne sont pas les élites qu'il faut pour faire du développement. Suivez bien, tous les pays aujourd'hui qu'on considère comme des pays avancés, ce sont des pays au sein desquels il y a eu cette alliance entre ces trois types d'élites-là. Élites intellectuelles, des gens qui pensent, des gens qui réfléchissent, développement. Élite financière, des gens qui ont les moyens, élite, n'est-ce pas, politique, des gens qui sont au pouvoir. Et cette alliance-là est établie entre ces trois élites. On appelle cette alliance un pacte de gouvernabilité. Pour qu'il y ait développement, les élites doivent être en mesure de poser aussi un diagnostic cru sur les problématiques. Quels sont les problèmes auxquels nous sommes confrontés? Les Japonais étaient en mesure de réaliser qu'en matière de superficie, ils ne sont pas gâtés. Les Japonais étaient en mesure de réaliser qu'en matière de ressources, n'est-ce pas, naturelles, eh bien, ils ne sont pas gâtés. Les Japonais étaient en mesure de réaliser qu'en matière de démographie, ils ont un problème potentiel parce que ils ont une grande densité, une population énorme sur un petit territoire qui est pauvre en matière de ressources. Est-ce que nous sommes en mesure, aujourd'hui, en tant qu'intellectuels, en tant qu'élites intellectuelles, en tant qu'élites économiques, en tant qu'élites politiques, est-ce que nous sommes en mesure, n'est-ce pas, de nous retirer le temps de poser un diagnostic cru sur nos problématiques? Il ne suffit pas de dire, ah, nous avons tel problème, il faut comprendre les causes de ce problème-là. Il ne suffit pas de nommer ou de pointer du doigt, n'est-ce pas, telle problématique. Il faut être en mesure de comprendre les causes, les ressorts, les mécanismes. Pourquoi nous avons tel problème aujourd'hui? Car qui n'avance pas recule. Et Haïti, c'est le bel exemple dans la matière. Sous Duvalier, c'est-à-dire dans les années 50-60, Haïti avait un PIB plus fort que la République dominicaine. Aujourd'hui, nous importons tout de la République dominicaine. Au 19e siècle, sous Christophe, Haïti, n'est-ce pas, avait l'une des marines marchandes les plus enviables. Nous étions, n'est-ce pas, en Amérique, l'une des seules marines dotées de services, n'est-ce pas, de sapeurs-pompiers en mer. Au 19e siècle, nous frappions la meilleure monnaie, n'est-ce pas, dans la région, et la deuxième meilleure monnaie au monde, les amis. Et pourtant, moins de 2 siècles plus tard, nous sommes devenus la risée du monde. Ce n'est pas un produit de la fatalité, ça. Ce ne sont pas les dieux qui sont responsables de cela. Ce n'est pas la nature qui est responsable de cela. La pauvreté, tout comme la richesse, c'est le fruit des humains. La pauvreté est un produit artificiel. La richesse est un produit artificiel. De même que la richesse est produite par des hommes, la pauvreté, elle aussi, est produite par des hommes.
À quoi servent nos élites? À quoi servez-vous là, comme intellectuel? À quoi servent vos diplômes? Vous pensez que vous êtes utile à votre population seulement à dire que vous avez reçu tel diplôme de telle institution? À quoi servons-nous en tant qu'élite intellectuelle? Si nos diplômes ne peuvent pas aider ou ne peuvent pas contribuer à tirer nos populations vers le haut, à quoi servons-nous? Je m'adresse à vous maintenant, élites économiques. Là, je vais citer mon compatriote Dany Laferrière, vous savez, ce membre de l'Académie française, qui, réfléchissant sur l'irresponsabilité sociale des élites économiques haïtiennes, a dit ceci. Et c'est une si belle image, les amis. Dany Laferrière a dit ceci: les élites économiques haïtiennes fonctionnent comme des gens qui se trouvent en première classe dans un avion. Tout à coup, le personnel de l'avion est venu dire à ces gens qui sont en première classe, l'avion est en train de prendre feu. Et ces gens qui sont en première classe disent, ce n'est pas grave, nous sommes quand même en première classe, oubliant que même s'ils sont en première classe, ils sont quand même dans le même avion. Si l'avion prend feu, ils vont tous crever ensemble. Martin Luther King Jr. disait cela, n'est-ce pas, au début du siècle dernier. Nous sommes condamnés à vivre ensemble intelligemment, sinon nous allons mourir comme des idiots. Ça vous sert à quoi, élite financière, de vous enrichir aux dépens de votre population et de compter sur un avion ambulance au cas où vous tombez malade? Ces derniers jours, nous assistons en Haïti à une éclosion des cas de Covid. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que même si on sait que parfois la pandémie fait une distinction entre des gens qui en ont les moyens, qui peuvent, n'est-ce pas, aller voir des médecins qu'ils peuvent se permettre, d'autres fois la pandémie ne vous laisse pas le temps de consulter le médecin de votre choix. Il y a plusieurs gens riches, plusieurs politiciens qui ont exercé le pouvoir en Haïti pour eux-mêmes et qui auraient pu doter le pays d'hôpitaux, qui auraient pu doter le pays de dispensaires, qui auraient pu doter le pays de centres médicaux universitaires, mais qui ne l'ont pas fait. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils se disent, je suis quand même à moins d'une heure des hôpitaux de Miami, je suis quand même à moins d'une heure des hôpitaux de la République dominicaine, je n'ai qu'à appeler un avion ambulance. Beaucoup d'entre eux, lorsqu'ils ont eu des difficultés respiratoires, je ne m'en réjouis pas, n'ont pas eu le temps de monter à bord des avions ambulances qu'ils étaient en mesure de se payer, ils sont morts avant. Je me dis, si elles avaient fait alliance avec les élites politiques pour changer les choses, si elles avaient fait alliance avec les élites intellectuelles pour penser développement, elles ne seraient pas dans l'obligation de faire appel à un avion ambulance à bord duquel elles n'ont pas eu le temps d'embarquer. Elles auraient eu, ces élites-là, des hôpitaux à leur disposition pour se rendre. Parce qu'elles sont égoïstes, ces élites-là. Parce qu'elles s'enrichissent pour elles-mêmes et aux dépens de leur collectivité. Eh bien, il n'y a pas d'hôpitaux dans le pays, malgré le fait qu'elles ont eu le moyen. Vous imaginez, c'est quand même 40 000 $ américains pour appeler un avion ambulance de Miami ou pour appeler un avion ambulance de Santiago ou de la République dominicaine. Eh bien, elles n'ont pas eu le temps d'embarquer à bord de ces avions-là. Je ne m'en réjouis pas, mais il y a une réflexion à faire. Pour qu'il y ait développement, les amis, il faut donc que les élites fassent alliance, établissent un pacte de gouvernabilité, posent un diagnostic cru sur les problèmes, comprendre, n'est-ce pas, les causes et les mécanismes de ce problème-là. Mais pour qu'il y ait développement, écoutez-moi bien, les élites ont dû placer la nation au-delà de tout. Le patriotisme d'abord. Je n'ai pas dit Jésus d'abord là. Je n'ai pas dit Allah d'abord. Je n'ai pas dit le christianisme d'abord. Je n'ai pas dit l'islam d'abord. Vous savez, on nous a fourré dans la tête cette idée que c'est Dieu qui doit être au-delà de tout. Non. Quand on veut développer un pays là, on place la nation au-delà de tout. La nation vient avant mes intérêts. Le patriotisme vient avant mon parti politique. Le patriotisme vient avant, si vous voulez, mes goûts personnels.
pour qu'il y ait de développement, les élites intellectuelles dont j'ai parlé, les élites économiques dont j'ai parlé, les élites politiques dont j'ai parlé, doivent être des élites patriotes, doivent être des élites nationalistes. Il n'y a pas de développement qui soit fait par des étrangers, les amis. Les Japonais ne pouvaient pas compter sur les Américains pour les développer. Au contraire, après la Seconde Guerre mondiale, les Américains, à bien des égards, ont mis des bâtons dans les roues des Japonais pour les empêcher d'aller de l'avant. On ne fait pas du développement avec des élites transnationales. En Haïti, après le tremblement de terre, nos élites politiques, qui sont des élites apatrides, des élites transnationales, ont commis la bêtise de faire appel, écoutez-moi bien, vous allez rire, à Bill Clinton pour attirer des investisseurs étrangers. Les élites politiques de ce pays, après le tremblement de terre de 2010, ont payé des lobbies anglais. Imaginez des groupes de pression en Angleterre, plusieurs millions de dollars par mois, de manière à ce que ces derniers puissent attirer des investisseurs étrangers. Après tous ces millions, regardez mes yeux, aucun investisseur étranger. Ça, c'est le b.a.-ba en matière de développement. On ne peut pas compter sur des élites étrangères pour venir développer votre nation. Nous commettons cette même bêtise en tant qu'Africains. Nous pensons que des élites françaises vont venir développer la Côte d'Ivoire. Nous pensons que des élites françaises vont venir développer le Sénégal. Nous pensons que des élites françaises vont venir développer la Martinique, la Guadeloupe. Bien sûr que sur papier, vous êtes des départements français d'outre-mer, mon œil. Mais comme vous l'appelez, hélas, la métropole sera toujours plus développée parce que l'intérêt de Macron, c'est la métropole. Vous vous souvenez d'il y a quelques années de cela? Lorsque vos territoires ont été dévastés par des ouragans, eh bien, vous avez vu avec quelle mollesse Macron s'est déplacé, etc. Et quels progrès concrets ont-ils été réalisés depuis ce temps-là? Pas grand-chose, parce qu'il ne s'agit pas de métropole. L'intérêt du gouvernement français se trouve en métropole, en Île-de-France. Mais quant aux Antilles, écoutez, c'est plutôt des endroits de villégiature pour les vrais Français, entendons ceux qui ont la peau blanche. Pour faire du développement, il faut placer la nation au-delà de tout. Le patriotisme doit compter plus que tout. Ah, mais écoutez bien ce que je vais dire. Pour faire du développement, il faut éduquer sa population. Écoutez-moi bien. On l'a vu au début de l'émission. Du point de vue de la superficie, le Japon ne vaut pas grand-chose. Du point de vue des ressources, le Japon est un pays pauvre. En termes de matières premières, pour faire tourner ses industries modernes, le Japon doit importer 100% de ses matières premières. En matière de pétrole, le Japon doit importer presque 100% de son pétrole. Mais le Japon va transformer ce qui est une crise en une opportunité. Sa population, plutôt que d'être perçue par les élites comme une problématique, eh bien les élites japonaises vont transformer cette énorme densité, cette lourde densité démographique. Les élites ont décidé de transformer cette densité-là, de crise qu'elle était, en opportunité. On va adéquatement éduquer notre population pour faire de notre population l'une des populations les plus éduquées, car on ne fait pas de développement sans une population adéquatement éduquée. Je l'ai dit, ce n'est qu'en 1947 que l'éducation est devenue obligatoire au Japon. Au Québec, ce n'est que dans les années 60 que l'éducation est devenue, n'est-ce pas, une obligation. Ce n'est dans les années 60, encore une fois, dans le cas du Québec, que l'éducation primaire et secondaire est devenue quelque chose de gratuit, fourni par l'État. On ne fait pas du développement sans éduquer sa population. Je n'ai pas dit scolariser. Qu'est-ce qui se passe dans les populations noires?
Qu'est-ce qui se passe en Afrique? Qu'est-ce qui se passe dans les Antilles? Qu'est-ce qui se passe en Haïti? On scolarise les gens. On leur fourre des choses dans la tête qui n'ont rien à voir avec leur environnement. On leur met des savoirs dans la tête qui ne sont pas utiles à leur milieu. Au fait, dans nos pays, on perpétue ce que j'appelle l'école coloniale. On répète l'école de la France, on répète l'école du Portugal, on répète l'école de la Belgique, on répète l'école du Royaume-Uni, mais il n'y a pas d'adéquation entre ce qu'on apprend à l'école et notre milieu. Donc nous sommes scolarisés, nous ne sommes pas éduqués, mais malgré le fait que nous sommes scolarisés et non éduqués, la scolarisation demeure une denrée rare. La majorité de nos populations, la majorité de nos frères et sœurs ne savent ni lire ni écrire, ou s'ils savent lire et écrire, ils ne vont pas au-delà du déchiffrement de l'alphabet. Et puis on continue à penser que le développement est une fatalité. On continue à imputer notre sous-développement aux étrangers. Bien sûr que l'ingérence étrangère compte pour beaucoup dans nos retards socio-économiques. Je vais en parler vers la fin de l'émission. Mais il y a une marche à suivre quand on veut développer un pays. L'éducation fait partie des outils les plus formidables que l'on se donne pour développer son pays. On ne développe pas un pays avec une population qui ne sait ni lire ni écrire. On ne développe pas un pays avec un cursus non nationaliste. Est-ce que vous m'entendez? Le cursus aussi doit refléter le pays. Le cursus doit valoriser la culture. Le cursus doit valoriser l'histoire du pays. Le cursus doit valoriser, si vous voulez, n'est-ce pas, la cuisine du pays. Le cursus doit valoriser le milieu. Car le but premier de l'éducation, c'est de pouvoir influer sur son milieu. Mais si ce que je reçois à l'école ne me sert à rien pour mon milieu, eh bien, à quoi ça sert d'être scolarisé? Dans nos pays, nous avons des intellectuels qui ont des doctorats en sciences de l'éducation. Nous avons des intellectuels qui aident à développer le système éducatif des autres pays. Laissez-moi vous le dire. Le système éducatif du Québec, ce qui a fait le développement du Québec dans les années 60, a été pensé et conçu entre autres par des Haïtiens. Après la colonisation dans les années 60, les Nations Unies ont fait appel à des Haïtiens pour aller aider à éduquer nos frères africains. Mais regardez Haïti. Nous sommes capables de mettre sur pied des systèmes éducatifs au Québec grâce auxquels le Québec se développe, mais en tant qu'intellectuels haïtiens, nous ne sommes même pas foutus de mettre sur pied un système éducatif national. Vous dites, ah oui, mais c'est les gens au pouvoir, mais prenez le pouvoir, merde. Pour qu'on puisse changer un pays, il ne faut pas rester dans sa classe d'université, il ne faut pas rester dans son laboratoire. À un moment donné, il faut prendre le pouvoir, parce que si on se contente de parler et qu'on laisse les salauds diriger nos pays, nous serons toujours en queue de peloton. Souvenez-vous de cette sainte alliance. Pour qu'il y ait développement, il faut qu'il y ait une sainte alliance entre élites intellectuelles, élites économiques et élites politiques. Alors, lorsque les élites politiques ne sont pas patriotes, lorsqu'elles ne sont pas nationales, on les chasse par tous les moyens nécessaires, comme pourrait le dire Malcolm X. Par tous les moyens nécessaires. Ça veut dire aussi par les armes, les amis. Pour qu'il y ait développement, et je vous invite à regarder autour de vous. Si vous vivez dans un pays dit développé, dans un pays dit avancé, ou bien si vous y êtes déjà allé, il y a au moins un point commun que nos auteurs ici relèvent. Quand vous dites pays développé, il y a un mot qui revient 3 fois. Institution, institution, institution. On ne peut avoir de collectivités développées si ces collectivités ne sont pas dotées d'institutions fortes. De même que pour prendre le pouvoir, il faut un mot qui revient 3 fois. Organisation, organisation, organisation. Ça, c'est pour la prise du pouvoir.
Pour développer une collectivité, il y a un mot qui revient 3 fois. Institution, institution, institution. Dans un pays développé, les institutions sont plus fortes que les hommes qui les ont mises en place. Prenez le cas des États-Unis. Pour que les États-Unis puissent être rendus là où ils sont, eh bien, il a fallu que les pères fondateurs de cette nation dotent ce pays d'institutions plus fortes que les humains qui les composent. Mais regardons nos pays. Nous avons soi-disant des institutions de justice, mais ce sont des institutions très faibles, en sorte qu'il y a des gens qui subissent la justice, mais il y a des gens qui échappent à la justice. Donc, les institutions ne traitent pas les humains de manière égale, de manière uniforme. On ne peut pas faire du développement s'il n'y a pas d'institution de justice. Quand il n'y a pas d'institution de justice, les citoyens perdent confiance dans leur système, chacun fait ce qu'il veut. On ne peut pas avoir de développement si on ne se dote pas d'institutions politiques fortes. Regardons nos pays. En Haïti, c'est des centaines de partis politiques, les uns plus faibles que les autres. On les appelle des particules. Eh bien, on n'arrive même pas à regrouper ces partis-là en familles de partis selon leurs idéologies. Alors, à chaque fois qu'il y a élection, donc c'est un président pour 300 candidats à la présidence. C'est un seul député pour 60 candidats. Vous pouvez être sûr que les 59 autres vont contester dès le lendemain l'élection de ce député. Vous pouvez être sûr que dès le lendemain de l'élection présidentielle, les 299 autres vont contester l'élection de ce président parce que nos institutions sont faibles. Déjà, nos institutions électorales, personne n'y croit. Donc, puisque personne n'y croit, ça veut dire qu'on ne croit pas non plus dans nos institutions démocratiques. On ne fait pas de développement sans doter les collectivités d'institutions qui soient au-delà de la personne. Regardons nos pays. Dès qu'il y a un président qui est élu, il va mettre à sa solde tous les juges. Dès qu'il y a un président qui est élu, il va mettre à sa solde, n'est-ce pas, les institutions électorales. En sorte que, quand il décide de se perpétuer au pouvoir, quand il décide de passer le pouvoir à son fils, eh bien, il a déjà les institutions qu'il lui faut, donc il passe la main à travers cette institution. On ne peut pas développer un pays si la police est au service du gouvernement. On ne peut pas avoir du développement si l'armée est au service des gens qui sont au pouvoir. Dans tous les pays du monde, vous allez voir qu'il y a clairement une séparation entre les institutions. Le chef du pouvoir exécutif n'a pas de contrôle sur le pouvoir judiciaire. Le chef du pouvoir exécutif n'a pas de contrôle sur le pouvoir législatif. Bien sûr que ces pouvoirs-là doivent se parler. Nous sommes dans le même pays, mais ce n'est pas au président de dire au juge de la Cour suprême ce qu'il doit faire. Imaginez, au mois de février dernier, le président de facto haïtien, Jovenel Moïse, le président anticonstitutionnel, a fait arrêter, écoutez-moi bien, des juges. La constitution du pays, qui est la loi mère, interdit des référendums. Le président décide lui-même de faire un référendum alors que le Parlement, donc le pouvoir législatif, est caduc. La population était dans la rue pour contester, ils n'écoutaient pas la population. Mais quand les États-Unis d'Amérique ont dit « on n'en veut pas de ce référendum », eh bien, il a rentré son projet de fou. On ne peut pas faire de développement si on n'a pas d'institutions plus fortes que les hommes. Le président doit respecter la constitution sur laquelle il a prêté serment.
Le président doit respecter la séparation du pouvoir législatif, il doit respecter la séparation du pouvoir judiciaire, il doit respecter, n'est-ce pas, le pouvoir de la police comme étant le bras du pouvoir judiciaire. On ne fait pas de développement sans institutions plus fortes que les hommes. Vous avez des banques centrales dans nos pays, mais le président peut y mettre la main quand il veut. Et puis, le directeur de cette banque centrale n'a pas le droit de lui dire non. Donc, l'argent de la nation devient son argent à lui, car le directeur de cette banque se dit, si je n'obéis pas aux 4 volontés du président, je vais perdre mon poste. Les pays qui font du développement, ce sont des pays qui se dotent d'institutions plus fortes que les hommes. La présidence doit être plus forte que le président qui occupe la présidence. Le président ne peut pas être au-delà de tout. Le président lui-même doit être soumis à la dictature de la loi. Quand on dit institution, c'est pas seulement la justice, ce n'est pas seulement la police qui doit suivre la loi, ce n'est pas seulement l'armée qui doit rester dans ses casernes, ce ne sont pas seulement les législateurs qui sont là pour faire des lois et non pas pour faire du développement. Mais c'est aussi des institutions comme la santé. Parce que pour faire du développement, les élites doivent doter le pays d'infrastructures. On ne fait pas du développement si la population n'a pas accès à la santé. On ne fait pas du développement si les élites ne pensent pas à long terme. Vous avez une population qui croît à tel rythme, donc aujourd'hui on a 3 hôpitaux, n'est-ce pas, dans telle région. Dans 25 ans, il nous faudra, n'est-ce pas, 3 autres hôpitaux. Est-ce que les gens pensent ça? Est-ce que ce pacte de gouvernabilité prévoit ce qu'il faut faire sur 50 ans? En sorte que, peu importe l'alternance politique, peu importe les partis politiques qui concourent, n'est-ce pas, pour conquérir le pouvoir, les partis politiques devront respecter ce pacte de gouvernabilité. Comment peut-on faire du développement aujourd'hui si on ignore la technologie? Vous savez, en matière de développement, il y a un principe que le Japon a établi. Get it fast. Get it first. Get it right. Pour faire du développement, vous devez acquérir la technologie rapidement. Vous devez être le premier à avoir cette technologie pour pouvoir la vendre plus tard. Et vous devez vous assurer de bien acquérir cette technologie pour qu'elle vous soit utile. Je regarde dans l'actualité haïtienne, par exemple. Nous avons des jeunes gens qui reçoivent leur doctorat en technologie, en intelligence artificielle du Taïwan, d'autres qui reçoivent des bourses du Japon, qui arrivent, n'est-ce pas, avec des diplômes extraordinaires, mais des diplômes tellement nécessaires au développement. Pensons à des doctorats en intelligence artificielle, pensons à des doctorats en toutes sortes de technologies. Vous savez, ils arrivent en Haïti, les politiciens n'en savent rien. Ce sont des boursiers de l'État haïtien. Ironiquement, ils reviennent en Haïti avec la formation, mais il n'y a personne qui les encadre dans un plan de développement dans lequel ils vont mettre leurs diplômes, leurs compétences au service de la collectivité. C'est tellement loufoque, la situation dans nos pays noirs. Au fait, on a déjà dit d'Haïti que c'était la République des comédiens, et c'est vrai. L'État haïtien fait en sorte que de jeunes étudiants haïtiens puissent avoir des bourses en médecine de Cuba. Mais vous savez quoi? Ils reviennent avec leur diplôme de médecine, ils sont au chômage. Alors qu'en Haïti, c'est plus de 10 000 habitants pour un membre du personnel médical. Je ne dis même pas plus de 10 000 habitants pour un médecin, car le médecin demeure une denrée rare, puisque les statistiques prouvent que 5 ans après leur diplôme, eh bien, le médecin laisse Haïti. Hélas, je comprends. Il laisse Haïti pour venir au Canada, pour aller aux États-Unis, pour aller en France, n'est-ce pas? Parce que l'État haïtien
n'intègre pas ces gens compétents dans un plan de développement, il n'y a pas de plan de développement. Enfin, pour qu'il y ait de développement, il y a deux éléments que je voudrais, n'est-ce pas, sur lesquels je voudrais mettre l'accent. Il faut construire la fierté identitaire. On ne peut pas faire du développement avec l'identité d'un autre. On ne peut pas faire du développement avec, n'est-ce pas, ce qui appartient à l'autre. On fait du développement en sachant qui l'on est, en renforçant qui l'on est et en bâtissant sur qui l'on est. Le japonais sait qui il est. Il accepte son identité, il accepte son histoire, il accepte sa culture, il accepte sa cuisine, il accepte ses croyances. Et sur cette identité, sur ce socle identitaire, il construit son développement. Et on ne peut faire du développement si on ne combat pas la corruption, les amis. Ah oui, c'est le problème numéro 1 au développement de nos pays noirs, c'est la corruption. Tous les pays qui ont fait du développement ont résolu de manière radicale le problème de la corruption. Vous savez, en Chine, ceux qui sont reconnus coupables de corruption sont condamnés à la peine de mort. Et je ne serais pas contre cela dans nos pays. L'impunité et le développement sont incompatibles. On ne peut pas faire du développement quand les gens volent les biens de l'État, privent la population de ce qui lui revient, et puis impunément, on fait du développement parce qu'à un moment donné, on dit basta la corruption. Quelqu'un qui est reconnu coupable de corruption devra faire de la prison à vie ou devra être condamné à mort. Rien de moins. Aux grands mots, les grands remèdes. On ne guérit pas du cancer avec un pansement. Puisque la corruption, c'est le problème numéro 1 dans nos pays, il faut résoudre ce problème radicalement. Et je le dis, il faut condamner à la prison à vie ceux qui sont reconnus coupables de corruption ou les condamner à la peine de mort. Je serais pour la peine de mort. Dans ce cas précis. On vient de voir comment on fait du développement. Maintenant, regardons comment on fait de la pauvreté. Comment on fait de l'appauvrissement. Ce que j'appelle la déshumanisation. Car l'appauvrissement, c'est un processus aussi. C'est un processus de déshumanisation. On met sur pied une machine et on s'assure qu'une population, n'est-ce pas, n'ait pas accès au primum vivere jusqu'à être réduite à un état infrahumain, à un état de sous-homme. Maintenant, regardons comment on déshumanise une population. On déshumanise une population en lui donnant des élites antinationales. C'est ce qui se passe dans nos pays. Nos intellectuels, parce qu'ils sont formés ailleurs, ne se considèrent plus comme des intellectuels africains ou des intellectuels haïtiens, etc. Ils regardent ces intellectuels-là, leur collectivité de haut. Moi, je ne suis pas comme eux. Nos élites financières ne sont pas des élites, n'est-ce pas, nationales, qui travaillent pour le relèvement de leur collectivité. Leur carnet de banque, leur compte bancaire se trouve ailleurs. Ces élites financières brassent des affaires chez nous. Elles têtent nos économies comme on tête une vache. Elles veulent vider nos collectivités de toutes leurs ressources, de manière à aller en jouir ailleurs. Comment est-ce qu'on déshumanise une population? En empêchant cette population de prendre sa destinée en main. Ça a un mot, a un nom, ingérence internationale. Citez-moi un seul pays africain. Citez-moi un seul pays noir qui puisse se targuer de prendre son destin en main. Vous citez tel pays, la France répond présente. Vous citez tel pays, les États-Unis répondent présent. Vous citez tel pays, bientôt ça va être la Chine. Hein? Nos frères africains doivent faire attention.
La Chine est partout désormais en Afrique. C'est pas pour notre bien. La Chine veut assurer son propre développement et non pas notre développement à nous. On déshumanise une population par l'ingérence. On ne peut même pas nommer en Haïti le président du conseil électoral provisoire sans l'accord de l'ambassade américaine, imaginez. On ne peut même pas proclamer les résultats d'une élection en Haïti sans l'accord de l'exécrable corps groupe. Par corps groupe, on entend les ambassades des États-Unis, les ambassadeurs des États-Unis, du Canada, des Nations Unies, de l'OEA, n'est-ce pas, mettez-en, tous ces pays importants. On ne peut pas faire du développement quand les nations nous imposent ce qu'elles veulent pour nous. Comment on déshumanise une population? Par la sous-éducation. En donnant le pain de l'éducation au compte-gouttes à une partie de cette population, ou quand on la donne, cette eau de l'instruction, on donne une instruction coloniale qui transforme le cerveau de la jeunesse en un cerveau de petits colonisés. Ce que nous apprenons dans nos écoles est plus utile aux pays tuteurs qu'à nos propres pays. Comment on déshumanise une population? En corrompant, n'est-ce pas, les élites. Ceux qui sont au pouvoir sont corrompus à l'os. Regardez nos pays, dès que quelqu'un est dans l'administration publique, bien sûr qu'il y a des exceptions. Je ne suis pas en train de dire que tous ceux qui sont dans la machine de la fonction publique sont corrompus, mais la majorité de ceux qui sont dans l'État sont corrompus. Et là, tout le monde le sait. Les corrupteurs, eux, sont ailleurs. Les corrupteurs sont dans des pays étrangers. Ils corrompent ceux qui exécutent leurs plans macabres, mais ils savent que la corruption existe. On déshumanise une population en banalisant la corruption. On déshumanise une population aussi en affaiblissant ses institutions. Je vous l'ai dit, pour faire du développement, il faut avoir des institutions fortes. Eh bien, le contraire est aussi vrai. Pour déshumaniser une population, on n'a qu'à doter les territoires, les nations de ces populations d'institutions si faibles que ces institutions sont au service d'un homme plutôt que d'être au service d'une collectivité. On déshumanise une population en déstructurant l'identité de cette population. C'est ce qu'il nous arrive à nous les Noirs. Comment on déstructure nos identités? Par l'école coloniale. L'école coloniale veut nous transformer en petits Français. L'école coloniale veut nous transformer en petits Américains. L'école coloniale veut nous transformer en petits Portugais, en petits Belges, etc. Tout ce qui est à nous est considéré comme laid et ce qui vient d'ailleurs est considéré comme beau. Eh bien, on déshumanise une population en déstructurant son identité. Et vous pouvez compter sur 3 outils pour déstructurer l'identité d'une population. L'école, les religions importées et les élites. Les élites ont des médias. Regardons les médias aujourd'hui. Regardons les médias sociaux, n'est-ce pas? Eh bien, 9 fois sur 10 dans nos pays, ce sont des médias qui aident à déstructurer nos identités. Nos jeunes, parce qu'ils sont tout le temps sur les médias sociaux, parce qu'ils sont tout le temps devant les médias, perdent de plus en plus leur fierté identitaire. Mbote, Nangadef, comment nouer la famille? Où trouver les livres du docteur Fils-Aimé? Très simple. Sur son site internet au www.jeanfilsm.com ou sur Amazon, amazon.com, amazon.ca. Vous pouvez aussi nous écrire directement par email ou par Facebook. Dans tous les cas, c'est plus de 13 ouvrages sur diverses thématiques qui vous attendent. Un beau cadeau à se faire, à offrir à nos proches. On est ensemble. On déshumanise une population par l'instabilité politique. Si un président reste au pouvoir, il devient un dictateur, il reste trop longtemps. Ou alors, on ne le laisse pas terminer son mandat.
Donc l'instabilité politique. Par l'instabilité politique, le pays devient chaotique. Et qu'est-ce qui se passe? C'est aussi un autre outil de déshumanisation de nos populations. L'émigration devient la norme. Tous ceux qui en ont les moyens veulent et laissent de fait le pays. On l'a vu là. Le développement, ce n'est pas une donnée naturelle. Un pays ne s'auto-développe pas naturellement. Ce sont des humains qui développent des pays. Mais pour que des humains puissent développer des pays, il faut bien qu'ils restent dans ce pays. Par l'instabilité politique, on favorise l'émigration, la fuite des cerveaux. Il y a une triste statistique concernant Haïti. 85% de ceux qui finissent leurs études secondaires en Haïti laissent Haïti dans les 5 années qui suivent leur diplomation. Est-ce que vous entendez ça? 85% des Haïtiens qui finissent leurs études secondaires, donc qui ont fait des études postsecondaires, laissent Haïti dans les 5 années qui suivent leur diplomation. Vous pensez que ça c'est naturel? Pas du tout. Ces diplômés-là, où les retrouve-t-on, ces diplômés haïtiens? Au Canada, en France, aux États-Unis. Donc, comprenez le jeu. Pour que ces diplômés laissent Haïti, il faut qu'Haïti reste un chaos. Donc, qui provoque le chaos selon vous? Les pays qui en profitent. Le Canada, les États-Unis, la France. C'est ce qu'on appelle, n'est-ce pas, la dynamique des push factors, ainsi que les pull factors. Ils créent une instabilité politique qui pousse les élites à l'extérieur et ils mettent des politiques d'immigration en place pour attirer ces élites-là. En sorte que, selon qu'on l'a vu, puisque ce sont des humains qui font du développement, nos pays ne se développeront jamais. Parce que l'émigration est savamment entretenue et conçue par nos pays ennemis. Comment on déshumanise une population? Par l'instabilité politique, mais aussi par l'insécurité. Oh là là. Il y a même un verbe aujourd'hui qu'on utilise. On va dire de tel pays africain que dans ce pays-là, on assiste à une somalisation d'Haïti, par exemple. On va dire, on assiste à une somalisation de tel autre pays. Qu'est-ce qu'on entend par cela? C'est un pays qui est gangstérisé, en sorte que l'État est pris en otage par des gangs, l'État est pris en otage par des bandits armés. Désormais, ce sont des bandits qui font la loi. C'est ce qui se passe avec Haïti maintenant. Mais posons-nous la question. Nos pays africains ne fabriquent pas d'armes. Nos pays africains importent des armes. Donc, les armes qui arrivent chez nous font partie de commerce, de trafic international. Quand il s'agit de la drogue, les nations ouvrent les yeux. Mais quand il faut laisser sortir des armes à feu de leur pays pour les faire entrer chez nous, où sont les services d'intelligence? Où sont les services secrets? Comment est-ce qu'on déshumanise une population? En gangstérisant cette population, en armant des bandits et en faisant en sorte que les bandits soient plus forts que l'État. Alors là, on s'assure que cette population va être déshumanisée et va rester dans son état de déshumanisation, les amis. Donc, vous notez que ce qu'on appelle le sous-développement n'est pas une donnée naturelle, c'est un produit fabriqué par une machine humaine. Il y a des gens qui tirent profit de la déshumanisation de nos populations. Vous posez la question, je vous le dis. Dans moins de 100 ans, en 2100, les Africains vont constituer 40% de la population humaine. Ça effraie les Occidentaux. Ils seront trop nombreux. Mais en même temps, ils vivent sur le continent le plus riche. Qu'est-ce qu'on va faire? On va les déshumaniser pour que leur richesse naturelle continue à profiter à nos pays, à nous. Les amis, et le développement et la pauvreté sont des produits humains.
Ce sont des cerveaux qui font du développement. À un moment donné, pour qu'il y ait du développement, il faut qu'il y ait cette sainte alliance. Si nos pays sont pauvres, vous savez pourquoi ils le sont? Si nos pays sont sous-développés, vous savez pourquoi ils le sont? Si nos populations sont déshumanisées, vous savez pourquoi elles le sont? C'est parce qu'il y a une alliance diabolique, une alliance satanique, une alliance infernale entre les élites intellectuelles d'une part, les élites financières d'autre part, les élites politiques de nos pays avec les pays tuteurs. Les pays tuteurs mettent dans nos pays des intellectuels, des hommes d'affaires et des politiciens pour nous déshumaniser. Pour résoudre le problème de notre sous-développement, nous devons chasser ces élites-là et nous devons réduire l'influence des pays tuteurs dans nos pays. J'espère vous avoir été utile. Continuez à liker si vous aimez. Continuez à sharer. Continuez à vous abonner. Demandez aux autres de s'abonner. Mais gardons le moral. Car tant que va le moral, tout va. Essayons de comprendre de mieux en mieux ce qui explique, n'est-ce pas, nos sous-développements. Nous devons développer nos pays. Nous le devons à nos ancêtres. Nous le devons à nous-mêmes. Nous le devons à la postérité. Je parle dans mon dernier livre, Être noir, une fabrication occidentale. Je parle de ces mécanismes de déshumanisation, de ces mécanismes de sous-développement des pays noirs. Vous découvrirez en lisant ce livre que le sous-développement n'est jamais un produit naturel. Le sous-développement, c'est un produit artificiel mis sur place par des humains. Donc il y a des gens qui tirent profit de notre pauvreté. Achetez ce livre. Lisez-le, comprenez pourquoi vous êtes là où vous êtes et changez la situation de vos pays, vous le méritez. Être noir, une fabrication occidentale, comment briser la machine, commandez-le dès à présent en prévente en français ou en anglais. On est ensemble, à la semaine prochaine. Au revoir. Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va.